Bonjour, nous sommes aux Journées de l'économie et la conférence s'intitule « A-t-on vraiment besoin d'un euro numérique ?» Elle est organisée en partenariat avec et enregistrée à la Banque de France. Alors, je m'appelle Marc-Olivier Strauss-Kahn, je suis enseignant en économie dans diverses écoles et je vais modérer ce panel. Ce qui est le plus important, ce sont les panélistes qui m'entourent avec un qui est à l'écran depuis Francfort. Je démarre dans l'ordre alphabétique par Nathalie Auffauvre, qui est directrice générale de la stabilité financière et des opérations à la Banque de France. Puis il y a à l'écran, depuis Francfort, Ulrich Binseil, directeur général, infrastructure de marché et paiement à la BCE. Il y a également à ma droite Isabelle Delorme, directrice générale adjointe pour Euroclear. Elle expliquera ce que c'est pour la Belgique, la France et les Pays-Bas, et qui va parler du point de vue de l'interaction, et donc je dis un peu déjà ce qu'elle fait, des transferts entre les banques et les entreprises. Et puis dans l'ordre chronologique, alphabétique, nous avons Philippe Thévaux, qui est à ma gauche, qui est membre du comité OCDE, Organisation de coopération et développement économique, des experts de la blockchain. Et c'est un mot qui viendra très souvent, que l'on essaiera d'expliquer, qui est parfois assimilé à un cryptoactif, le Bitcoin, alors qu'il en est différent. C'est une technologie qui peut s'appliquer à beaucoup d'autres choses. Il est également vice-président en charge de tout ce qui est digital pour les gouvernements d'une société qui s'appelle SICPA, en Suisse. Je vais faire quelques rappels introductifs assez rapides, parce que la plupart d'entre vous en ont conscience, mais c'est toujours bon de les rappeler, sur l'euro numérique en démarrant par les trois fonctions de la monnaie. Et j'ai débuté par le moyen de paiement, parce que très souvent on va rencontrer cette question de l'extensibilité de l'utilisation. Un billet, c'est utilisable plusieurs fois, et plus on l'utilise, plus il est rentabilisé en quelque sorte. En anglais, on dit scalable, mais le mot existe aussi en français, scalable. C'est aussi une réserve de valeur, ce qui suppose que la monnaie doit être stable et non pas volatile. Et enfin, c'est une unité de compte, et on démarre souvent par ça, c'est-à-dire qu'elle est simple à utiliser, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'actifs dont on doit vérifier la valeur dans la monnaie justement que tout le monde utilise. Parce que la monnaie est avant tout un bien public qui intègre l'innovation depuis les coquillages jusqu'à maintenant, et qui est fondée sur l'idée qu'on ne doit pas réduire la confiance qui est investie en elle. Les billets de banque que vous utilisez au quotidien sont pleins de technologies très pointues. Alors, il y a deux types de monnaie en général. On dit la monnaie fiduciaire, du mot fiat, qui veut dire confiance. On peut dire le cash aussi. C'est à peu près 10% dans la zone euro. Ce sont les pièces et les billets qui sont émis par le souverain. Alors j'ai dit le souverain, c'est généralement la banque centrale. Hors de la zone euro, il existe des États où ce n'est pas la banque centrale. Et puis 90% est créé par le secteur privé, les banques. Ce sont vos dépôts bancaires que vous pouvez ensuite transférer grâce aux crédits qui peuvent être accordés, et ils sont émis par des banques, mais pour avoir ce privilège, elles sont régulées et supervisées, c'est-à-dire qu'elles sont contrôlées. Alors ce serait quoi un euro numérique ? Ou parfois on dit un cash digital en anglais. Il faut qu'il réunisse, ou il pourrait réunir trois qualités en un seul produit. Il serait à la fois électronique, accessible à tous et émis par la Banque centrale. Électronique et accessible à tous, comme la monnaie scripturale que je viens de décrire. Accessible à tous et émis par la Banque centrale, comme le billet de banque que vous avez dans votre poche. Et, c'est un peu moins connu, électronique et émis par la Banque centrale, comme le dépôt d'une banque à la Banque centrale. C'est ce qu'on appelle le marché de gros, wholesale. Et donc ici, on parlera à la fois du marché de détail, parfois le mot retail sera utilisé, et du marché de gros, le wholesale. Alors il ne faut pas confondre ce cash numérique ou cet euro numérique avec un cryptoactif qu'on peut mettre en deux catégories qui ont été définies par les superviseurs. La catégorie 1, la moins risquée, c'est ce qu'on appelle le stablecoin. Et un exemple connu,
même s'il n'existe toujours pas, c'est le projet de Facebook qui s'appelait au début Libra et qui maintenant s'appelle Diem, et qui est un actif qui est convertible en monnaie légale ou dans un autre actif qui existe et qui est garanti en contrepartie, même si c'est émis par le secteur privé, mais dans le cas particulier, émis par une non-banque, et donc une big tech qui n'est pas contrôlée. Et le problème de sa supervision se pose, si ça devait voir le jour. Les deuxièmes types de cryptoactifs sont illustrés par l'exemple célèbre du Bitcoin ou d'Ethereum, qui ne sont pas des crypto-monnaies. D'origine privée, elles peuvent avoir une utilité, mais elles sont essentiellement détenues actuellement pour des raisons spéculatives, car elles sont en nombre limité, car leur rareté, dans le cas du Bitcoin, a été annoncée à la vente, 21 millions d'unités. Elles sont donc soumises à des chocs d'offres et de demandes très instables, et en plus, elles sont non scalables. L'attrait de ces cryptoactifs et leurs risques poussent les banques centrales à créer un cash numérique. Et il y a beaucoup de raisons que j'ai listées sur cet écran et que je ne vais pas toutes développer. Selon les pays, elles peuvent amener à être plutôt en faveur ou pas de la création d'une monnaie numérique. Et je passe à le fait que Christine Lagarde, à la BCE, a lancé en juillet 2021 le projet d'étude pendant 2 ans. Et vous voyez à côté Janet Yellen, l'ancienne responsable de la Fed, qui illustre le fait que les États-Unis ne font qu'y réfléchir à ce stade, sachant que le Trésor a un point important dans la décision. Comment va-t-on organiser ce panel? Il va y avoir un rappel des craintes du souverain, de l'attrait que peut avoir un euro numérique, notamment parce qu'il est utilisé, c'est basique, à distance et moins susceptible d'être perdu et volé. Et on va illustrer dans la première partie quelques cas d'usage et dans la deuxième partie quels arbitrages seront à faire. Je ne vais pas développer les cas d'usage, ils vont concerner la monnaie de détail et de gros, utilisant la blockchain ou pas. Et dans le deuxième round, après une série de questions-réponses, il y aura les arbitrages à évaluer et qui amènent à parler de l'arbitrage à faire entre la conformité aux règles versus le respect d'une confidentialité ou d'une vie privée, l'impact sur les banques, la programmabilité, etc. Je passe maintenant la parole à Ulrich Winseil. Ulrich, je mets la première page et j'avancerai pour toi. Merci beaucoup, Marc-Olivier. Merci pour l'invitation. Et voici les sujets que je veux couvrir dans ce premier tour. Et j'attaque tout de suite la question essentielle de ce débat, pourquoi l'euro numérique? Et puis, je discute rapidement 3 cas d'usage parce que l'euro numérique serait quand même défini par des cas d'usage concrets. L'industrie de paiement est une industrie très grande, très diverse, et on ne peut pas certainement couvrir tout avec l'euro numérique dès la première seconde de son introduction. Donc, je vais rapidement regarder à 3 cas d'usage concrets, les paiements en magasin réel et commerce électronique, personne à personne, et les paiements transfrontaliers et les paiements réguliers. Voilà, on peut passer à la page prochaine. Voilà. La précédente, je pense, là on est déjà sur la 3e. Voilà. Alors pourquoi l'euro numérique? D'abord, ce qu'on a observé les années dernières, c'est bien sûr la tendance des personnes de payer de plus en plus avec l'électronique et de moins en moins avec la monnaie de banque centrale. Et c'est pas très surprenant, peut-être la technologie des billets n'a pas changé, on peut dire, depuis le XVIIIe siècle, mais dans le domaine digital, des développements assez incroyables se sont faits. Le téléphone portable est toujours avec nous, la biométrie nous permet de nous identifier et les banques centrales vont certainement continuer d'émettre des billets, mais ne peuvent pas garantir ou ne peuvent pas demander qu'elles soient utilisées.
Et on a bien observé dans quelques pays, la Suède notamment, que les changements pour uniquement utiliser les paiements électroniques se passent très rapidement à la fin. Et quand même, l'argent de banque commerciale qui alors est utilisé est ancré doit être ancré dans la monnaie de banque centrale. C'est cet ancrage qui préserve la stabilité monétaire. La monnaie commerciale est une promesse pour être échangée dans la monnaie de la banque centrale, et la monnaie de banque centrale ne doit pas devenir un artefact théorique. Ça doit être quelque chose qui s'utilise, qu'on peut vraiment obtenir en échangeant la monnaie commerciale. Et très important aussi est l'autonomie stratégique monétaire et la capacité de payer est bien sûr une nécessité de base pour toute société moderne. Et c'est quand même un très grand marché et avec des grands profits à faire. Les plus grandes entreprises dans ce domaine sont Visa, Mastercard et PayPal, trois entreprises avec une valeur de bourse de plus de 300 milliards de dollars chacune. Et comme Marc-Olivier a aussi expliqué, Facebook voulait aussi s'attaquer à ce marché avec Diem ou Libra, et c'est encore une entreprise beaucoup plus grande. Donc, et en plus, cette industrie est une industrie de réseau, comme on dit, c'est-à-dire que c'est une industrie où les plus grands sont les plus efficaces. Et donc, il y a une concentration de marché et un pouvoir de marché significatif, typiquement, qui permet aux entreprises de charger les clients et de faire beaucoup de profits. Et c'est donc un marché qu'on ne doit pas laisser tout seul. Et comme c'est un très grand marché, il y a assez de place aussi pour offrir une monnaie moderne, de banque centrale modernisée, qui est en compétition alors avec ces très grandes entreprises qui ont eu ce grand succès dans les décennies euh, précédentes. Et maintenant, tu vas Et un passer au autre, cas d'usage, alors. pardon? Tu vas passer au cas d'usage. Oui, d'accord, je passe au cas d'usage. Peut-être encore juste la confidentialité de l'information est aussi importante. Bien sûr, la Banque centrale n'a pas d'intérêt à des données. euh, donc, c'est très différent de ces compagnies privées qui, bien sûr, sachent que l'information de ce qu'on achète est très importante pour la publicité. Mais je passe au cas d'usage. Euh, voilà, donc le plus grand marché de paiement est certainement celui des paiements dans des magasins de proximité et dans le e-commerce. Et donc, si on accepte que l'euro numérique doit aussi profiter des effets de réseau pour avoir du succès, il est assez difficile d'imaginer un euro numérique qui ne couvre pas les paiements dans les magasins et dans le e-commerce et de personne en personne P2P. Donc, pour moi, c'est assez évident que c'est le premier cas d'usage qu'on doit considérer, qu'on doit développer dans la première version même de l'euro numérique. Voilà, usage transfrontalier, les G20, les 20 plus grandes nations ont identifié les paiements transfrontaliers comme un sujet important où on doit progresser. Et bien sûr, les monnaies numériques de banque centrale pourraient jouer un rôle ici.
Mais bien sûr, il y a des conditions, c'est pas évident. Premièrement, il faut l'interopérabilité technique avec les banques, avec les monnaies numériques d'autres pays. Donc, il faut vraiment regarder la technique et les interfaces. Et un autre sujet, c'est qu'il faut un accord international sur l'utilisation transfrontalière, parce que bien sûr, les mouvements de capitaux peuvent être facilités beaucoup si tout le monde peut avoir tous les monnaies numériques mondiales. Ça serait, disons, ça serait peut-être bien pour les monnaies fortes, mais moins bien pour les monnaies plus faibles. Et il faut un accord international avant d'entrer dans ce domaine probablement. Et c'est ce que les banques centrales dans le G20, je crois, supportent tous, qu'il ne faut pas une concurrence sauvage, mais il faut discuter et avoir un accord international sur ça. Et à la fin, il faut aller dans les détails aussi. Il faut vraiment regarder quels cas d'utilisation internationaux doivent être développés, quels sont les plus importants, quels seraient ceux qu'on veut avoir dans une première version d'euro numérique. C'est beaucoup de travail technique de détail vraiment. Et bien sûr, le, la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme est aussi important pour l'euro numérique et que les solutions, l'efficacité de cette lutte soit améliorée, ce qui est important pour l'euro numérique, mais aussi pour les solutions privées qui ont souffert aussi par des difficultés d'appliquer ces réglementations. Et puis, peut-être un autre cas d'usage serait les paiements réguliers comme les salaires. Et là, quand même, on a des standards européens reconnus qui sont efficaces et qui ont des coûts assez bas quand même. Donc, on a on a notre Single European Payment Area avec les transferts immédiats et les débits. Et tout ça fonctionne très bien. Et c'est quand même un domaine central pour les opérations de banques commerciales. C'est aussi les banques européennes qui sont dans ce marché. Et donc, c'est pas très clair quel problème un euro numérique devrait résoudre dans ce domaine. Donc, par ça, probablement, ça serait hors propos pour l'euro numérique d'offrir les services de paiement réguliers qui sont bien couverts par les banques commerciales. Merci beaucoup, Ulrich. Donc là, tu parlais plus particulièrement pour l'euro numérique, mais pour d'autres pays où les systèmes de paiement ne sont pas aussi efficaces qu'en zone euro, ça peut être un enjeu. Et à ce moment-là, se posera, on en parlera tout à l'heure, la question du risque qu'une monnaie numérique d'une autre zone soit utilisée. Mais avant d'évoquer cela, on va passer à Nathalie Auffauvre, qui va compléter cette présentation, et notamment avec des aspects pour le marché de gros, mais pas seulement. Nathalie. Merci Marc-Olivier. Donc, j'aime bien quand pour répondre à cette question, a-t-on vraiment besoin d'un euro numérique, présenter cette vision un peu stratégique, mais je vais reprendre des éléments déjà cités par Ulrich. Si le triangle du milieu représente l'ensemble des moyens de paiement à la disposition du public ou des entreprises et des acteurs financiers, donc monnaie de banque centrale et monnaie émise, monnaie de banque commerciale. Aujourd'hui, les pointes du triangle en orange montrent un peu les défis auxquels on doit faire face en raison de ces challenges, de ces évolutions qui sont figurées par les 4 bulles grises. Donc si on prend en haut, par exemple, on a à la fois la concurrence des big tech, on en a déjà parlé, mais aussi de ces grands schemes internationaux, donc Visa, Mastercard, qui prennent du terrain dans les paiements européens, sachant que les paiements européens eux-mêmes sont assez fragmentés.
vous ne pouvez pas, si vous payez avec votre carte bancaire française en Allemagne, eh bien, il n'y a pas de système européen pour assurer le paiement. Ça passera par Visa et vos données partiront aux États-Unis. Voilà. Donc c'est la situation aujourd'hui en Europe. C'est un vrai enjeu d'autonomie européenne et c'est la raison pour laquelle nous soutenons le projet EPI, qui n'est pas du tout un projet de monnaie numérique de banque centrale, mais qui est quand même une évolution très importante de l'offre des moyens de paiement en Europe. EPI, c'est European Payment Initiative, pour qu'on ait une vraie solution européenne des paiements de la carte bancaire. On a fait le billet de banque de la zone euro. On a fait les débits et les crédits, donc les transferts de la zone euro. On n'a pas fait la carte bancaire de la zone euro. Deuxième pointe en bas à gauche, eh bien, c'est la perte de souveraineté. Effectivement, si on se met à avoir des nouveaux actifs émis qui deviennent plus concurrentiels pour le consommateur que notre monnaie, eh bien, on a un risque de perte de souveraineté qui est vraiment un défi majeur si on laissait notamment ces fameux global stablecoins se développer. Et puis, la troisième pointe, c'est la perte du rôle de la monnaie de banque centrale. Et ça, c'est un point très important parce que, comme l'a très bien dit Ulrich, la monnaie de banque centrale, c'est l'encre du système monétaire. C'est parce que tout le monde sait qu'à chaque instant, il peut transformer son dépôt bancaire en billet de banque que finalement, cette solidité du système monétaire est assurée. Si à un moment donné, parce que le billet de banque n'est plus utilisé ou parce que la monnaie de banque centrale n'est plus utilisée dans les paiements de gros, et c'est le sujet sur lequel je vais venir, eh bien, on a un risque de perte de cet ancrage et donc un risque pour l'ensemble de la stabilité du système monétaire. D'où l'importance pour nous, voilà, de venir sur cette réflexion pour émettre une monnaie numérique de banque centrale avec un volet très important qui est la monnaie numérique de détail dont Ulrich nous a parlé, mais aussi, il nous semble, un volet important qui est la monnaie numérique pour les paiements interbancaires. Alors donc à gauche, ça représente cet univers des paiements de détail qu'Ulrich a déjà mentionné, donc je ne vais pas revenir dessus. À droite, le cercle à droite, c'est plutôt la monnaie numérique donc pour les paiements interbancaires. Et là, de quoi parle-t-on? Peut-être je peux revenir pour dire de quoi parle-t-on. Ici, ce n'est pas un billet qui serait sous une forme numérique. Déjà, les banques utilisent la monnaie sous forme électronique pour faire les règlements entre elles. Ce qui est tout nouveau ici, c'est l'utilisation de nouvelles technologies, en particulier les registres distribués, donc la blockchain, qui fait qu'on imagine de nouveaux services financiers ou, par exemple, l'émission de titres sur une blockchain, avec un titre qui est sous une forme tokenisée, sous forme de jeton. Et bien entendu, pour que ce jeton tokenisé, cet actif tokenisé, puisse circuler sur la blockchain et changer de main, eh bien, il y a la question de la jambe du règlement. Si on n'offre pas la monnaie numérique sur la blockchain et que ces jetons numériques, ces jetons de titres se développent, eh bien, les acteurs utiliseront des stablecoins ou des bitcoins ou tout autre crypto pour faire circuler ces actifs numériques. Donc, on a un enjeu de maintenir le rôle de la monnaie de banque centrale comme actif de règlement le plus sûr sur les marchés interbancaires. Alors, si on passe à la slide suivante... Est-ce que je peux en profiter pour te faire préciser un jeton, un billet, par exemple, c'est un jeton, mais il a une formulation, il a une forme physique. Alors, on peut... Enfin, justement, parce qu'il a une forme physique sous forme de papier, on a du mal à l'appeler jeton, mais il a une représentation physique. Le jeton numérique, lui, il n'a pas une représentation physique, il est uniquement virtuel. Donc, on traduit token en français par jeton. Mais en fait, c'est finalement une représentation virtuelle sur une blockchain qui permet de s'assurer au travers du programme et de l'aspect notarial de la blockchain que le titre est bien émis. Je me permets aussi un mot. La blockchain, une définition simpliste peut-être, un livre comptable où les opérations sont inscrites de façon décentralisée, infalsifiable, ouverte. Et tu as parlé de registres distribués, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs endroits où cela peut être fait. Voilà, c'est parce que, alors il y a en général un certain nombre de participants sur ce registre distribué, et c'est parce que tous ces participants ont la possibilité de valider une transaction à un moment donné qu'on s'assure que la transaction est faite et qu'il y a une parfaite transparence et traçabilité
de l'opération ou de la circulation du titre dans la blockchain. Et donc, c'est cette traçabilité en temps réel et permanente à laquelle ont accès tous les participants qui est une véritable innovation technologique. Alors, les banques centrales, nous, on aime bien, même si on est prudent, aussi soutenir les évolutions technologiques parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, les paiements ont toujours évolué dans le temps. Donc à la Banque de France, parce que ça nous a semblé un sujet important, on a voulu mieux comprendre et accompagner les banques et les acteurs de la FinTech qui étaient intéressés à travailler sur justement comment mettre une jambe de règlement dans ces registres distribués. On a fait un certain nombre d'expérimentations et ça nous a permis de couvrir un champ très large, c'est-à-dire à la fois l'émission de titres non cotés, l'émission de parts de fonds, l'émission de titres obligataires, d'OAT, avec toute la chaîne, depuis l'émission, le marché secondaire, le paiement du coupon, le remboursement. On a aussi testé des paiements transfrontaliers, à la fois pour des besoins interbancaires et des paiements de transfert d'argent pour des particuliers. Voilà, donc un champ d'expérimentation à la fois sur des cas d'usage très variés, aussi sur des technologies variées. On a utilisé des blockchains privées, des blockchains publiques pour avoir une idée de l'ensemble des possibles. Alors si on passe à la slide suivante, les leçons qu'on a pu en tirer, c'est qu'effectivement, il y a un potentiel important d'amélioration des règlements interbancaires avec une blockchain, du fait, ce que je viens de dire, de l'instantanéité, qui fait qu'il y a besoin de moins d'intermédiaires. Donc aujourd'hui, le standard dans le marché des titres, quand on achète un titre, il est réglé 2 jours plus tard, donc il est livré 2 jours plus tard. Donc on n'est pas encore dans l'instantanéité du tout sur les marchés de capitaux. Avec la blockchain, on le fait de façon instantanée. Voilà. Donc c'est une grosse amélioration. Possibilité effectivement de régler en monnaie numérique de banque centrale et de garder le contrôle de la monnaie numérique sur la blockchain en ayant par exemple un nœud dans la blockchain. Et si on passe à la slide suivante, on voit également un intérêt assez important dans les paiements transfrontières. Donc ça, Ulrich l'a mentionné, mais on a vraiment pu aussi faire des échanges et des transferts avec échange de devises dans des délais extrêmement raccourcis, en permettant une baisse des coûts et une visibilité, une traçabilité totale du transfert. Alors évidemment, si on imagine une interopérabilité entre banques centrales pour de la monnaie, pour des échanges entre monnaie numérique de banque centrale, là, il faudra bien sûr mettre en place une coopération internationale. Ça ne va pas se mettre en place parce qu'on aura émis une monnaie numérique de banque centrale. Donc, il y a beaucoup de travail à faire sur ce sujet-là. Après, évidemment, on a encore beaucoup de choses à explorer parce qu'il y a la question du passage à l'échelle, qui n'est pas encore très clair. Il faut arriver, au-delà d'une expérimentation avec un cas d'usage bien précis, à être capable, si on veut le rendre opérationnel, de régler un très grand nombre d'opérations simultanément. Et puis, évidemment, on ne va pas passer d'un monde aujourd'hui où les infrastructures sont centralisées du jour au lendemain à un monde où les infrastructures seraient décentralisées. Il faudra organiser l'interopérabilité entre le monde actuel, avec des infrastructures centralisées, et le monde peut-être futur, avec des infrastructures décentralisées. Merci beaucoup Nathalie. On va passer maintenant à Philippe qui va nous donner des exemples en tant que citoyen et citoyen suisse, père de surcroît. Voilà, merci. En effet, venant du secteur privé, je vais illustrer mon propos par quelques expériences très pragmatiques et toutes récentes. Le premier exemple, ce matin, je reçois un message de mon fils de 16 ans qui me dit « Est-ce que tu pourrais m'envoyer 50 francs suisses pour que je puisse acheter un cadeau pour mon copain qui a son anniversaire ce soir ?» Je suis à Paris, il est en Suisse. En 3 clics, ce transfert est fait. Il y a un seul problème, c'est que et lui et moi, on doit avoir un compte en banque pour pouvoir faire cette opération et on doit être branchés sur la même application. Donc, on doit avoir une compatibilité entre nous. Premier exemple. Deuxième exemple, cet été, en roulant sur une autoroute française, je roule un petit peu trop vite et je reçois quelques semaines après une amende de 45 €.
avec une page d'explication pour comment payer cette amende, avec 3 ou 4 moyens pour payer, par une carte bancaire, par un virement bancaire, par un chèque, ou peut-être encore par PayPal, je ne me rappelle plus. Et encore une fois, dans un tel exemple, eh bien, j'ai besoin d'avoir un moyen de passer par une institution financière, par une banque ou par un opérateur de carte bancaire. Troisième exemple, tout à l'heure, je me connecte sur un site internet d'un journal parisien, il y a un article qui m'intéresse, je veux le lire, je commence à lire le premier paragraphe et puis après on me dit, pour pouvoir continuer à lire cet article, il faut que vous vous connectiez ou il faut donc que vous ayez un abonnement. Et là, je me dis, mais j'aimerais bien payer quelques dizaines de centimes, voire 1 euro, pour pouvoir lire cet article sans m'abonner à ce journal auquel je ne suis pas habitué. Et au jour d'aujourd'hui, eh bien, je n'ai pas moyen de le faire, de faire un tel micro-paiement de manière simple et directe. Donc, tous ces exemples un peu simplistes, certes, mais montrent des cas d'usage où un euro numérique faciliterait grandement ce genre de transactions. Et si maintenant je résume ça par rapport à l'État, par rapport à l'individu et par rapport à l'économie, si je prends l'exemple pour l'État, je n'ai pas été faire une enquête détaillée, mais si je regarde les portails d'État, où le citoyen doit payer, que ce soit une amende, que ce soit un émolument, que ce soit une taxe pour obtenir un document officiel, par exemple, eh bien, il va chaque fois falloir développer un portail de paiement avec les différents opérateurs de carte de crédit, les PayPal, et de gérer un compte bancaire. Et je pense qu'il doit y en avoir plusieurs dizaines de services de l'État qui doivent avoir ça. Avec un euro numérique, eh bien, on peut standardiser tout ça et simplifier très grandement ce genre de choses-là. À l'inverse, là, c'est pour encaisser de l'argent de la part de l'État, mais l'État aussi verse de l'argent, par exemple de l'aide sociale, et de pouvoir attribuer cette aide sociale à des destinations bien précises, comme des besoins de première urgence ou de première nécessité ou des besoins médicaux. Si je prends pour l'individu, en France, 500 000 personnes sont non bancarisées et 2 millions sont en état de fragilité bancaire. D'après ce que j'ai vu, si j'extrapole ça à la zone euro, ça fait 3 millions de non bancarisés et 20 millions de personnes en fragilité bancaire dans la zone euro. Donc, encore une fois, un euro numérique ne nécessitant pas justement un intermédiaire bancaire ou financier, eh bien, ouvrirait des perspectives par rapport à cette population. Et je relève l'argument du transfert Visa pour quelqu'un qui est bien bancarisé, où mes données finalement filent aux États-Unis. Et donc, je n'ai pas envie de ça. Et enfin, pour l'économie, je finirai par là. Un élément qui me semble aussi très important pour le futur, c'est les micro-paiements entre objets connectés, entre machines. Et à l'ère de la révolution 4.0, à l'ère de l'industrie 4.0, il va être très important que ces objets connectés puissent non seulement communiquer entre eux, mais puissent aussi faire des transactions, et souvent des micro-transactions entre eux, à l'aide d'un euro numérique ou d'une monnaie numérique. Merci beaucoup Philippe, c'était très synthétique. Et maintenant Isabelle, un dernier point de vue qui va parler aussi du rôle des banques dont on a implicitement parlé, des entreprises, etc. C'est ça, merci Marc-Olivier. Donc moi je représente les infrastructures de marché en effet et je vais m'intéresser au sujet du marché de gros, tu l'as dit en introduction, le wholesale ou les relations interbancaires. Que dire de l'euro numérique à usage des entreprises et institutions financières ? Eh bien, j'ai choisi d'avoir un regard sur les opérations elles-mêmes qui complétera en fait ce que Nathalie a expliqué à l'instant sur le monde des paiements interbancaires avec 2 situations. La première, celle de la gestion de trésorerie des entreprises, et puis la deuxième situation, l'intérêt possible de l'euro numérique quand on s'intéresse au marché de capitaux. Voilà, alors ici on se place dans un monde où la Banque centrale européenne, Ulrich, a choisi d'émettre de l'euro numérique de banque centrale, et donc les premiers consommateurs disposent de monnaie numérique en lieu et place de leurs billets et pièces, et là on commence à voir des achats
des courses payées en cash numérique. Et donc là, on suppose évidemment que la valeur perçue, que l'intérêt et l'utilité de l'euro numérique est bien passé dans le monde de demain et que tout ça démarre. On voit tout de suite qu'à la fin de la journée, dans le cas que j'ai illustré ici, le supermarché a accumulé à la fin de la journée, et donc la maison mère de ces enseignes, une masse monétaire en euros numériques qu'il va bien falloir gérer. Gestion qu'on espère moins coûteuse et plus sûre que celle du cash, donc billets et pièces d'aujourd'hui, puisque c'est l'un des enjeux importants que je voulais illustrer ici, en se disant aussi que actuellement, on a tous une petite idée de ce que représente le transfert de monnaie cash chaque soir vers sa banque, hein, la banque 2 étant la banque, pour simplifier, du supermarché et de la maison mère de l'enseigne qu'on a représentée ici. Donc on a ici un enjeu important qui est d'imaginer un monde dans lequel la banque, ici représentée de l'enseigne des supermarchés, accompagne son client dans la gestion de son compte euro numérique auprès de la Banque centrale. Cet exemple, il me sert surtout à basculer sur une deuxième situation. C'est-à-dire à partir du moment où on a des masses monétaires en euros numériques et donc une trésorerie d'entreprise en euros numériques, on peut imaginer qu'on va pouvoir faciliter les investissements en titres. Donc on a ici la version simplifiée d'un marché de capitaux représenté par un émetteur. Donc on regarde en haut l'émetteur de titres qui a besoin de liquidité, besoin de capital pour ses investissements. Et puis un monde d'investissement avec un investisseur qui va vouloir placer de l'argent dans les titres de cet émetteur et puis un autre qui en dispose et qui va vouloir le vendre. Marchés de capitaux aujourd'hui sont soutenus, hein, les échanges interbancaires sont soutenus par des infrastructures de marché représentées à droite, les plateformes boursières, les chambres de compensation, dépositaires centrales que je représente aujourd'hui. Ce qui est intéressant dans un monde de réseaux distribués, DLT et de technologie blockchain, c'est qu'on va pouvoir simplifier les échanges entre les banques. Si on se place dans une situation qu'on appelle de gré à gré, où deux banques vont échanger des titres de deux sociétés ici qui ont décidé d'échanger titres contre cash, on doit aujourd'hui faire face à un certain nombre d'opérations sur le marché de réconciliation avant que les titres soient échangés contre la monnaie de l'investisseur. On se place à nouveau dans un monde où l'euro numérique circule, la monnaie digitale de banque centrale. Les titres de l'émetteur ont été tokenisés. C'est un émetteur qui a choisi d'émettre son titre dans un réseau blockchain. L'échange titre contre cash se fait en instantané. Et c'est là, moi, c'est cet élément-là sur lequel je voudrais insister aujourd'hui, c'est-à-dire que l'énorme différence et l'apport de la monnaie digitale de banque centrale, c'est l'immédiateté de l'échange. Dans l'exemple précédent du consommateur au supermarché, on a comme un billet, un paiement immédiat au supermarché, et dans notre cas ici, un échange contre titre immédiat. Donc pour finir, moi je voulais simplement indiquer que c'est une situation qu'on a testée. Tu l'as mentionné, Nathalie. On a tokenisé des titres et vérifié comment on pouvait assurer les échanges, les opérations sur titres. Et il me reste à vous partager, moi, 3 atouts majeurs qu'on a pu constater et éprouver à partir de l'utilisation de monnaie digitale de banque centrale. La première, je l'ai citée, c'est l'énorme réduction des tâches de réconciliation et donc une rapidité d'opération de ces transactions, alors même qu'aujourd'hui tout est déjà digitalisé, mais on peut encore gagner un peu avec la disposition de monnaie digitale de banque centrale. La deuxième, c'est la connaissance en temps réel des détenteurs d'actions. C'est-à-dire qu'on simplifie énormément la tenue des registres de détenteurs d'actions. Et puis la troisième qu'on n'a pas pu tester, mais qu'on imagine aisément, c'est que les échanges qu'on appelle cross-border, c'est-à-dire pan-européens par exemple, sont grandement facilités. C'est-à-dire que transférer des titres ou du cash d'un réseau blockchain vers un autre est beaucoup plus facile que la façon dont on opère aujourd'hui quand on veut travailler de façon transfrontalière. Donc ça, c'est les 3 aspects qui paraissaient importants de souligner aujourd'hui avant d'en venir aux défis, évidemment. Alors d'abord, on va faire un petit peu de débat. Vous voulez peut-être réagir les uns aux autres. Et puis j'en profite pour citer une des questions qui a été posée. Elle a trait aux non bancarisés qui ont été évoqués par Philippe Thévose, peut-être moins par les autres. Quel poids leur donner ? L'euro numérique passera peut-être quand même par des banques, mais par d'autres intermédiaires. Mais comme le billet, ensuite, il circulera sans qu'on ait nécessairement besoin d'un compte bancaire. Quelle importance donner aux touristes
quelle importance donner aux transferts internationaux par des immigrés qui voudraient envoyer de l'argent chez eux, dont on sait que le coût est assez élevé. Ulrich, peut-être à distance, tu veux commencer à réagir ? Oui, merci Marc-Olivier. Peut-être un commentaire sur ce que Philippe a dit sur les paiements machine à machine et la programmabilité. Bien sûr, c'est un domaine très intéressant, un peu futuriste pour une banque centrale peut-être. Et si on prend la perspective des cas d'usage qu'on veut vraiment avoir dans un euro numérique première version, je me demande si ce cas d'usage est prêt pour être inclus. C'est un cas d'usage qui n'a pas été offert par l'industrie. Donc on dit l'euro numérique doit inclure ce cas d'usage qui est quand même assez nouveau. Et je me demande si c'est réaliste, si on veut vraiment l'avoir dès le premier instant, ou si Philippe, à votre avis, c'est quelque chose à développer peut-être dans une deuxième version quand ça a été peut-être aussi testé par avec l'argent commercial des banques commerciales avant d'intégrer ça tout de suite dans un euro numérique. Philippe ? Alors, pour moi, le fait d'émettre, qu'une banque centrale émette un euro numérique, c'est en effet sa responsabilité de le mettre à disposition finalement de la société. Qu'est-ce que la société va en faire ? En quelque sorte, pour moi, j'ai l'impression que ce n'est plus directement du ressort de la Banque centrale. J'ai eu une discussion avec la Confédération suisse à propos de l'identité digitale par rapport à un passeport physique, et de dire, finalement, la responsabilité de l'État est d'émettre une identité digitale et après, elle pourra être utilisée dans toutes sortes de circonstances, au même titre que ce passeport, si je le montre à un hôtel à Paris, comme j'ai dû le faire hier soir, eh bien, l'État n'est pas du tout concerné par ça. Par contre, l'hôtel va être sûr que c'est bien moi. Et pour un euro numérique, pour moi, c'est la même chose. Si j'ai une pièce dans ma poche qui serait numérique, et que je suis une machine, ou que je veux l'utiliser dans une machine pour acheter une boisson à la sortie de ce panel au distributeur, finalement, la Banque centrale, ça ne la concerne pas directement. Donc, la question, c'est est-ce qu'il existe des solutions, et à mon avis, elles existent, techniques, qui permettent à la Banque centrale d'émettre cette monnaie digitale, cette monnaie numérique, et ensuite que cette monnaie numérique puisse être utilisée dans toutes sortes de contextes, y compris du paiement machine à machine, plutôt que de se dire, mais est-ce que oui ou non, ça serait pertinent ? C'est est-ce qu'il existe des solutions ? Et ensuite, dans le choix des technologies à disposition, évidemment, ça va influencer si oui ou non, c'est faisable. Et typiquement, la mise à l'échelle, il faudra que cette monnaie numérique puisse absorber de très grands volumes. Et en l'occurrence, des solutions existent ou sont en train d'exister pour le faire. Nathalie, on a parlé de programmabilité. Est-ce que ça peut s'appliquer, y compris, et j'anticipe peut-être un peu sur le deuxième round, mais tu peux en donner des exemples, et pour ne pas que, c'est un des risques qu'on évoquera en deuxième partie, s'il y avait un grand succès de l'euro numérique, beaucoup d'autres choses passent à l'euro numérique de détail plutôt que dans les dépôts bancaires ? Alors ça, on pourra en reparler. Si la première question, c'est sur la programmabilité, bon, déjà, en fait, la programmabilité, on pourrait l'introduire dans tout programme, quelque part. C'est-à-dire que là, c'est des programmes qui s'effectuent de façon automatique. En général, c'est de ça dont on parle. Et en fait, on le lie aux blockchains parce que justement, les blockchains elles-mêmes sont des programmes. Donc, l'idée, c'est d'introduire des programmes, donc ce qu'on appelle les smart contracts, qui permettront des exécutions automatiques si telle donnée d'entrée ou telle circonstance se produit. On peut avoir toutes sortes de smart contracts, finalement, et ça va beaucoup être lié à la technologie, parce que effectivement, rien n'a été dit encore sur la technologie qui sera utilisée pour émettre la monnaie numérique.
il n'est pas dit qu'on utilisera forcément des blockchains. Ce n'est pas forcément indispensable, notamment pour la monnaie numérique de détail. Mais cette notion de programmabilité, on peut l'imaginer d'ailleurs peut-être aussi en dehors des blockchains. Donc je pense qu'il faut peut-être faire la part des choses. On parle souvent de la programmabilité pour des choses comme gérer, effectivement, s'il était décidé de mettre un plafond dans la détention de l'euro digital, de l'euro numérique, notamment pour éviter qu'on ait des transferts, des dépôts bancaires vers l'euro numérique trop importants. On peut imaginer que ce plafonnement et cette gestion des plafonds puissent être programmés, donc en introduisant une programmabilité, mais sous réserve que l'on ait justement mis en place la technologie qu'il faut pour avoir cette programmabilité. Voilà, mais finalement, toutes ces smart contracts sont utilisés aussi de façon plus générale, non seulement sur la monnaie, mais sur les services financiers qui sont liés au blockchain en réalité. Mais il y a toujours besoin, dans un service financier, de les payer. C'est pour ça qu'il y a une connexion avec la monnaie. Avant de passer la parole à Isabelle Delorme pour qu'elle réagisse aussi, je voulais vous signaler que nous faisons tous attention à essayer d'utiliser le mot numérique ou numérisé plutôt que digital, parce qu'en fait, c'est un anglicisme et ça n'a rien à voir avec le doigt. Donc, c'est pour ça que nous y veillons. Isabelle ? Oui, je peux réagir aux deux propos, je pense. Sur les volumes signalés par Philippe, je pense que dans le monde du marché de gros et dans le monde des transactions titres contre cash, pour lesquelles blockchain et réseau DLT sont pressentis pour apporter ces bénéfices, alors que pour le sujet du retail, on n'en est pas certain. Il faut quand même mentionner que les volumes que nous avons à traiter aujourd'hui, les grandes banques et nous-mêmes, les infrastructures de marché sont colossaux. On parle de millions de transactions chaque jour. Ramener au marché de capital qui travaille d'une façon nettée, c'est-à-dire qui travaille en fin de journée avec ce qui reste à gérer entre les banques. On est à environ 200 000 transactions par jour et ce sont des volumes dont on n'est pas certain aujourd'hui qu'on puisse les traiter avec efficacité ou en tout cas avec autant d'efficacité qu'aujourd'hui. Rappelons que toutes ces transactions sont gérées en monnaie de banque centrale aujourd'hui parce qu'effectivement, on parle de montants colossaux et donc la sécurité est absolue dans le système qu'on a choisi d'opérer aujourd'hui et que tout ça est évidemment à envisager demain. Donc ça, c'était pour la question des volumes et j'abonde complètement dans ton sens sur l'intérêt des programmes et des smart contracts quand on s'intéresse à tout le marché de l'émission. Le sujet de l'émission est encore quelque chose de relativement laborieux, avec un nombre d'échanges d'informations entre les acteurs, l'émetteur, son agent, la banque, et puis tous les acteurs que j'ai mentionnés dans ma présentation, font que des smart contracts, comme on les appelle, avec un certain nombre d'éléments qui transitent et des conditions qui transitent en automatique et surtout en temps réel entre les acteurs, serait un bénéfice très important. Merci beaucoup. Il y a peut-être quelqu'un qui veut intervenir de façon complémentaire. Nathalie ? Alors, c'est juste parce que j'avais envie de réagir à une expression que tu as utilisée dans ton introduction. En parlant des stablecoins, tu as dit que c'était moins risqué que les cryptos. Et je pense qu'il faut dire qu'ils sont moins volatiles, mais pas forcément moins risqués. Parce qu'au contraire, les stablecoins, par leur promesse de stabilité, parce que c'est juste une appellation entre guillemets marketing, en quoi est-ce qu'on est sûr qu'ils sont stables? On n'en sait rien, puisque en fait, en échange du stablecoin, ils récupèrent de la vraie monnaie, en tant que banquier central, je l'appellerais comme ça, de la monnaie fiat. On accumule des réserves, ces réserves sont placées, il n'y a pas forcément de promesse de remboursement, on ne sait toujours pas sur qui est la créance. Donc, et c'est pour ça que d'ailleurs les banques centrales et les régulateurs se sont beaucoup mobilisés quand il y a eu cette annonce de stablecoin par éventuellement une big tech, parce que c'est le changement d'échelle avec la possibilité du coup d'avoir des risques systémiques beaucoup plus importants, indépendamment des risques cyber, de protection du consommateur et des risques pour la protection des données. Voilà, je voulais préciser cela. Tout à fait exact. En fait, ça fait une excellente transition avec les risques que peut poser quand même l'euro numérique, les défis auxquels il est confronté, les arbitrages qu'il va falloir faire et qui fait, et je le dis dès maintenant, qu'on a presque un paradoxe ici où j'entends les banquiers centraux travailler là-dessus, vouloir progresser,
mais souligner à chaque fois la prudence avec laquelle ils le font, parce qu'ils sont en charge de cette confiance et qu'il ne faut surtout pas que ça rate. Et les représentants du secteur privé qui semblent plus allants, voire vouloir aller plus vite. Alors vous allez me dire si c'est confirmé ou pas dans le deuxième partie. Ulrich, nous allons de nouveau te donner la parole en premier. D'accord, oui, merci. Donc, ça, c'est plutôt une perspective de projet que j'introduis ici. Et l'image du couteau suisse, c'est l'idée que quand on était un enfant, on voulait tous avoir un couteau suisse et on voulait avoir le plus d'instruments possible dans ce couteau. Ce couteau-là qui est que vous voyez est assez modéré. Et c'est l'analogie pour l'euro numérique, c'est qu'il faut être très prudent ce qu'on veut mettre dans une première version pour être réaliste et pour avoir une perspective d'être prêt à émettre ce euro numérique dans quelques années. Et il faut aussi rappeler que rien que avoir les paiements en magasin et e-commerce et de personne en personne est déjà ambitieux, que l'industrie a travaillé pendant des décennies là-dessus et que c'est seulement possible d'avoir un euro numérique couvrant ces cas d'usage dans, disons, 5 ans si on vraiment réutilise les standards de l'industrie et si on fait, disons, tout efficacement. Oui, est-ce qu'on peut faire beaucoup plus? Il faut être prudent, moi, il faut choisir les cas d'utilisation on top of cela. Et oui, comme les Français disent, le meilleur est l'ennemi du bien. Donc, surcharger le projet avec trop de cas d'utilisation est risqué. Et je donne ici un exemple qui est le cas des paiements hors ligne offline. Et là, d'un côté, on pourrait dire, oui, si le MNBC a l'intention de remplacer dans le long terme les billets, parce que les gens ne veulent plus utiliser les billets, on doit avoir la possibilité de faire du offline paiement, parce que les billets, bien sûr, permettent cela. Mais si on regarde l'industrie fait tous les paiements électroniques, numériques, pardon, elle les fait online. Et en Allemagne, par exemple, il y avait une initiative qui s'appelait la Geldkarte, la carte d'argent, qui permettait de mettre de l'argent sur la carte et faire des paiements offline. Et ce n'était pas un succès. Il y avait plus de 10 millions de cartes qui ont été produites, mais n'étaient pas utilisées en pratique. Et aujourd'hui, cette carte d'argent, Geldkarte, n'existe plus. Les investissements des banques ne se sont pas rentabilisés. Et ça donne un exemple pour être très prudent sur les ambitions de couvrir des cas d'usage qui ne sont pas aujourd'hui couverts par l'industrie. D'un côté, on peut dire, oui, si c'est pas couvert par l'industrie, ça a une valeur ajoutée de l'offrir avec l'euro numérique. Mais de l'autre côté, il faut être très prudent parce qu'il y a peut-être des bonnes raisons pourquoi l'industrie ne l'a pas encore offert. Et tous ces cas d'usage, on va les analyser en détail dans le projet, dans la première phase de projet qui a commencé le 1er octobre. Et il n'y a pas de conclusion encore, mais je suis assez sûr qu'on doit être prudent et ne pas surcharger l'euro numérique dans sa première version. Merci beaucoup, Ulrich. Il y a donc cette idée d'une introduction ou d'une sophistication progressive et d'une application progressive parce que, un peu comme dans le secteur privé, la Banque centrale ne peut pas se permettre que son produit ne soit pas un succès. Mais là, ce n'est pas une question de rentabilité,
C'est une question de confiance et d'image, je suppose. Nathalie? Oui, je crois qu'effectivement, on a bien à la fois un paysage général qui bouleverse très rapidement et des innovations technologiques qui nous poussent. D'ailleurs, les banques centrales se sont vraiment saisies du sujet, hein, puisque la BRI nous dit que 86% des banques centrales réfléchissent à l'émission d'une monnaie numérique de banque centrale. Donc, je pense qu'on est en mouvement. Probablement le secteur privé, en tout cas ceux qui sont intéressés par l'émission d'une monnaie numérique trouvent qu'on ne va pas assez vite. Mais en même temps, c'est beaucoup de sujets parce que, tu l'as signalé, notre monnaie, c'est quand même le socle de confiance, c'est le système monétaire. Il ne s'agit pas d'émettre un crypto qui soit autre chose que l'euro, c'est notre monnaie. Donc on ne peut pas se permettre d'affecter cette confiance. Deuxièmement, il faut qu'on regarde bien les cas d'usage et qu'il y ait une adoption suffisante pour qu'on ne nous reproche pas d'avoir lancé un projet qui est un échec. Donc il faut qu'on trouve un cheminement. Et pour arriver quand même à être dans un horizon pas trop lointain, il ne faut pas qu'on essaye de satisfaire tous les besoins simultanément. Donc il faut trouver un juste milieu, un juste chemin entre avoir à la fois des cas d'usage qui ont du sens par rapport aux évolutions d'aujourd'hui et les besoins des consommateurs, qui ne couvrent pas tous les cas d'usage, mais qui sont quand même en phase avec les attentes du marché. C'est la raison pour laquelle on va réfléchir à ces sujets-là. Bon, ce qui aussi rend nécessaire un temps d'étude important, c'est que ce n'est pas simplement un problème de solution technologique. Encore une fois, émettre notre monnaie, c'est aussi comprendre comment elle va s'insérer dans l'écosystème des paiements d'aujourd'hui. Et l'écosystème des paiements, on en a parlé, c'est aussi la monnaie émise par les banques commerciales, les dépôts bancaires, comment cette monnaie numérique va s'insérer. La question, effectivement, des euros numériques qui seront collectés, par exemple, par les commerçants, les retailers. Qu'est-ce qu'ils vont devenir? Donc il y a beaucoup de sujets conceptuels aussi liés avec l'efficacité de la politique monétaire, cette question de l'évolution des dépôts bancaires et du modèle de distribution. Qui va distribuer ces euros numériques? On n'a pas forcément envie que ce soit la Banque centrale qui ouvre les comptes aux 350 millions de consommateurs européens. Donc il y a beaucoup de sujets qui ne sont pas forcément des sujets pour le secteur privé parce que c'est leur rôle d'être en contact avec des clients. Ça n'est pas notre rôle. Donc ça ouvre beaucoup de sujets juridiques voilà, liés à ce modèle de distribution technologique et du cas d'usage. Voilà pour les raisons pour lesquelles à l'issue on veut que toutes ces questions soient bien examinées avant de prendre la décision de lancer l'euro numérique, parce qu'on ne veut pas, pour pas risquer la confiance dans la monnaie, avoir un échec au bout du chemin. Philippe, réaction et complément et l'aspect technologique. Tout à fait. Je crois que Nathalie a évoqué plusieurs fois la blockchain, et je pense que c'est bien peut-être de profiter de dire 2-3 mots sur cette blockchain et au fond ces blockchains, parce qu'il n'y en a pas qu'une, il y en a des milliers qui se basent sur des recettes ou des protocoles qui sont très différents. Et pour illustrer la blockchain, je commencerai par le bon vieux billet. Ce billet, il est soit dans ma main, soit dans la tienne. Voilà. Mais il ne peut pas être aux deux endroits en même temps. Alors qu'un objet, un euro numérique, c'est quoi? C'est finalement quelques bits and bytes sur un ordinateur. Donc c'est un objet numérique, de la donnée. Et la problématique avec la donnée, c'est que je peux la copier. Et ensuite, je ne peux plus distinguer l'original de la copie. Donc, on a un problème et qu'il faut résoudre, c'est comment puis-je m'assurer que cet euro numérique, il est bien légitime, à savoir qu'il a été émis par une banque centrale, et que j'en suis bien le propriétaire. Et que quand je vais le transférer à quelqu'un d'autre, ce quelqu'un d'autre est certain qu'il devient le nouveau propriétaire de ce billet numérique et que je ne suis plus le propriétaire de ce billet numérique-là. Et c'est, au fond, la blockchain résout
ces deux questions, à savoir de m'assurer que c'est bien un original et de m'assurer de qui en est le propriétaire. Alors, pour revenir sur la définition même de la blockchain ou du concept de la blockchain qui peut se décliner de plusieurs manières, c'est en effet un livre de compte ou un registre. Mais comme on veut le sécuriser, eh bien, on va en faire de multiples copies qui vont être hébergés par de multiples acteurs. Comme ça, si je veux trafiquer ma copie, eh bien, ça ne va pas marcher parce que les autres ne vont pas accepter de trafiquer leur copie de la même manière que moi. Donc, c'est un moyen de s'assurer que tout le monde est d'accord sur la version de la réalité, de la vérité. Et puis, mais en plus, on doit le sécuriser cryptographiquement pour être sûr que ce billet numérique, c'est moi qui le possède et ce n'est pas la personne en face de moi. Donc, ça permet quoi? Ça permet de s'assurer qu'une donnée est bien authentique et n'a pas été modifiée. Et donc, on parle beaucoup de registres et de dire, tiens, ce billet numérique, il est dans ce registre. L'idée, c'est que ce registre, c'est plutôt ce que j'appellerais une encre de confiance. Et comment est-ce que je peux définir une encre de confiance dans le monde de tous les jours, si on prend dans l'immobilier? L'encre de confiance, c'est mon notaire. C'est lui qui va être le tiers de confiance qui va me donner la confiance du fait que je suis bien le propriétaire de cet objet immobilier. Dans le monde numérique, dans le monde de la blockchain, eh bien finalement, c'est justement la blockchain qui est ce tiers de confiance, mais je n'ai pas besoin de lui faire confiance parce que c'est les mathématiques et la cryptographie qui est associée, qui est le vecteur qui va me donner confiance. Et donc, le fait que je sais que même avec tous les ordinateurs du monde pendant 1 million d'années, je n'arriverai pas à renverser ce registre qui est là. Et une des grandes questions qui va se poser pour un euro numérique ou pour toute monnaie numérique, c'est finalement qui va être en charge de définir la gouvernance de la blockchain ou de cette encre de confiance et qui va l'opérer, ça peut être qui au pluriel, pour que moi, en tant que citoyen, eh bien, je sois sûr que la Banque centrale ne peut pas me déposséder de ce billet numérique, au même titre qu'elle ne peut pas me déposséder de ce billet ici, sauf si elle annule toute la monnaie, comme les Indiens l'ont fait il y a quelques années avec certaines dénominations. Alors, dans le débat, on verra tout à l'heure que cela peut susciter des réactions, que les banques centrales utilisent la blockchain pour des choses, mais n'ont pas décidé de le faire pour l'euro numérique, notamment de détail, parce qu'il y a un problème d'extensibilité. On reviendra là-dessus. Mais d'abord, Isabelle. Alors, moi, ce que je peux dire à ce stade, c'est que probablement mes 3 confrères ont posé pour le monde du retail exactement les questions qui se posent pour le monde du wholesale, au risque de te décevoir. Je pense que les questions sont extrêmement proches. En tant qu'infrastructure de marché, je ne serais pas capable aujourd'hui de répondre à la question de savoir si il nous faut vraiment un euro numérique, une infrastructure de marché comme celle que je représente, par exemple en France, prenons notre rôle de dépositaire en France, centrale en France, travaille exclusivement avec de la monnaie banque centrale d'ores et déjà, par construction. Nous et nos partenaires bancaires travaillons en monnaie banque centrale et nous en connaissons bien les atouts. Nous jouons ce rôle de registre que tu mentionnes et de notaire pour assurer l'intégrité des émissions de titres pour nos émetteurs et à l'ultime pour leurs investisseurs. Et on voit bien en quoi maintenant les technologies blockchain et DLT, en effet, Marc-Olivier, peuvent aider à améliorer encore. Mais il y a un nombre très important de questions qui se posent sur la capacité en tant qu'industrie, en tant qu'écosystème, à gérer cette migration. On comprend bien que pour les infrastructures de marché et les banques qui ont aujourd'hui un fonctionnement bien huilé sur toute une série d'actions et de gestion des transactions, on va dire, cœur de métier. Je l'ai montré tout à l'heure. Et qu'il y a quelques aspects qu'on peut améliorer sur la tenue de registre, identification des détenteurs et quelques simplifications. Mais vous voyez que pour aller chercher ces améliorations-là, le coût d'entrée, et pas que financier, intellectuellement, notre capacité tous ensemble à gérer cette transformation est un véritable défi. Et comment on assure cette dynamique ?
Donc je vais le prendre à l'envers, c'est-à-dire que s'il y avait mise à disposition de monnaie numérique de banque centrale et utilisation possible dans le wholesale, il faudrait y être prêt. Et c'est peut-être pour ça que tu disais tout à l'heure que peut-être les acteurs privés accélèrent. C'est parce que si ça devait se produire, on doit absolument être prêt parce qu'on voudra aller chercher les bénéfices que ça représente. Mais le travail de préparation et d'adaptation est colossal. Donc, une des questions que je me pose, moi, à titre personnel, c'est quel est le dispositif minimal pour démarrer ? On n'a pas forcément besoin que tout le monde soit prêt et que toutes les familles d'instruments financiers puissent être gérées ou échangées contre de la monnaie numérique. Mais quel est le dispositif minimal pour commencer? Et dans ce cas-là, on va évidemment s'y préparer. Mais la réponse n'est pas franchement oui et elle n'est pas non non plus. Tout est une question de gestion de projet et d'anticipation. Peut-être le deuxième défi que je voudrais citer, c'est la cohabitation entre le système actuel, encore une fois bien huilé, et vous pouvez me contredire, mais le système actuel de bon déroulement des transactions titre contre cash, il est pas remis en question sur sa qualité et sur sa sécurité. On aurait donc une transition à gérer entre des instruments et des opérations qu'on gérerait avec des technologies blockchain et celles qu'on gérerait comme on le fait aujourd'hui. Donc ça se prépare. Et puis moi, je vais quand même reciter le véritable chantier que représente l'accès aux données de paiement. L'accès aux données de paiement. C'est-à-dire que ces données de paiement, elles vont forcément exister, être stockées. Le traitement de ces données, la protection de ces données, le fait d'assurer la confidentialité, c'est un chantier important, c'est un chantier stratégique. Je le dis pour l'industrie que je représente, mais à titre individuel, à titre personnel, qu'est-ce qu'il y a de plus confidentiel que les échanges de cash, hein, c'est bien connu. C'est-à-dire que rien n'est tracé, rien ne se sait. C'est même anonyme. C'est anonyme. Comment préserver ça si besoin était. Voilà, 3 choses. Hein. La capacité du système à s'adapter dans le temps imparti, la cohabitation des 2 systèmes, et puis tout ce traitement des données de paiement. Alors nous passons à la dernière partie. Vous avez été très raisonnable et nous avons rattrapé le retard de temps que j'avais créé moi-même par mes interruptions. Ulrich, nous allons de nouveau te donner la parole pour réagir à ce qu'a dit les autres d'abord, si tu le souhaites. Et je vais immédiatement poser une question qui est venue. Oui, peut-être. Vas-y. Peut-être juste un point sur la blockchain. Dans le domaine wholesale, la blockchain est vraiment l'innovation à considérer parce qu'on a en principe l'euro numérique dans le wholesale. Les banques peuvent avoir les euros numériques parce qu'ils ont des comptes numériques avec la banque centrale et la même chose pour les infrastructures comme Euroclear. Donc là, vraiment, c'est la question de la technologie. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, avoir de plus en introduisant, avec l'introduction de la blockchain. Dans le retail payment, là, c'est vraiment l'euro numérique de détail et l'innovation n'est pas la technologie per se, c'est le fait que les individus, les compagnies non-banques peuvent avoir accès à l'euro numérique. Donc, juste pour insister sur ce point dans le wholesale, la technologie, la blockchain, c'est vraiment la question qu'on se pose. Dans le domaine de paiement de détail, c'est pas la technologie, mais c'est d'abord l'accès. Qui a l'accès à l'euro numérique? En complément, est-ce qu'il y a un problème d'extensibilité, de scalability? La blockchain, elle est faite dans le marché de gros parce qu'il y a quelques centaines, tu me corriges Nathalie, peut-être quelques milliers. Dans le cas du détail, transactions de détail pour la zone euro, rien qu'en comptant la zone euro, c'est plusieurs centaines de millions de personnes. Est-ce qu'il n'y a pas ensuite un problème de suivi, besoin de recentraliser l'information et donc d'extensibilité? Peut-être d'abord Ulrich et les autres. Bon, absolument, je pense que dans le paiement de détail, il y a ce problème d'extensibilité qu'on n'a pas dans le domaine wholesale, où on peut imaginer que chaque banque est un centre d'une blockchain.
Mais dans le paiement détail, on ne peut pas avoir une blockchain avec 350 millions de nœuds. Donc, ça fait une grande différence. Je crois même les constructions comme Libra Diem, qui ont fait référence à la blockchain, n'ont jamais dit que c'est une blockchain avec où chaque consommateur, chaque utilisateur sera un nœud. Mais les nœuds seront les compagnies qui seront part du Libra Network. Donc, je crois absolument qu'il y a ce problème. Alors peut-être, je redonne la parole à la défense. En effet, pour du retail, il faut pouvoir supporter quelques centaines de milliers de transactions par seconde. Hein, si on prend Visa, Mastercard, c'est à Noël, c'est un petit peu ça, hein, c'est à travers le monde. Hein. Donc, on doit pouvoir supporter de très gros volumes, c'est clair. Si on raisonne en termes de blockchain traditionnelle où chaque transaction est inscrite sur un registre, comme pour le Bitcoin, chaque fois qu'il y a une transaction Bitcoin, elle est inscrite sur ce registre qui est ensuite validé par un certain nombre de mineurs, etc. Évidemment que ce modèle ne fonctionne pas. Bitcoin, c'est 3-4 transactions par seconde pour le monde entier. D'accord ? Donc, on est là très loin. Par contre, si on considère que la blockchain, c'est une encre de confiance qui est finalement un moyen de prouver qu'une transaction qui va rester beaucoup plus locale est bien pertinente, est bien juste, et on en a bien le propriétaire et l'émetteur, à ce moment-là, on n'a pas besoin de mettre toute cette information sur la blockchain elle-même. Donc, encore une fois, il existe des solutions qui doivent encore être développées, complémentées, mais où on peut arriver à des échelles de plusieurs centaines de milliers, voire 1 million de transactions par seconde. Ce sera absolument nécessaire si on veut qu'un euro numérique pour le plus grand public soit utilisable. C'est absolument certain. Nathalie ? Oui, je pense que la question de la mise à l'échelle et de la maturité de la technologie est une question parce qu'on voit bien que c'est vrai, je crois que les blockchains progressent énormément dans leur puissance et leur capacité à exécuter un grand nombre d'opérations en diminuant d'ailleurs la quantité énergétique requise. Donc, c'est des technologies qui sont en pleine évolution. On peut sans doute considérer qu'elles ne sont pas complètement matures aujourd'hui. Ceci dit, pour, disons, un peu nuancer, je pense qu'il faudra aussi s'assurer que les cas d'usage futurs de l'euro numérique ne requièrent pas des technologies nouvelles. Donc c'est là que ça devient un peu compliqué. Alors ce sera peut-être pas dans la V0 ou la V1, je ne sais pas comment Ulrich l'appelle, le modèle initial de l'euro numérique, mais les évolutions des demandes et des cas d'usage pourront peut-être nécessiter d'utiliser une technologie différente. Donc, je pense que c'est un sujet sur lequel il faut qu'on soit ouvert, il faut qu'on soit avec des solutions agiles pour permettre d'évoluer rapidement si les cas d'usage évoluent eux-mêmes rapidement en utilisant d'autres technologies. C'est une préoccupation que nous aurons certainement. Isabelle ? Oui, je voulais rajouter, quand on parle de mise à l'échelle et d'accessibilité, le rôle majeur qu'auront les banques. Je crois qu'on peut peut-être insister un peu aujourd'hui là-dessus, c'est-à-dire que pour assurer le succès de la distribution et du bon usage et de la bonne accessibilité d'euros numériques auprès du grand public, nos confrères et amis, les banques actuelles, auront un rôle très, très, très important. Et je peux peut-être le dire à leur place là aujourd'hui. Alors, un terme qui est venu et qui correspond à des questions que nous avons reçues est le respect de la vie privée, la protection des données versus le fait qu'il faut s'assurer que toute monnaie numérique de banque centrale n'est pas propice à du blanchiment d'argent, du financement du terrorisme, etc. Et dans les sondages qu'a fait la BCE, le terme de privacy en anglais, qu'on va traduire par confidentialité ou respect de la vie privée, est venu comme une très grande préoccupation. Comment va-t-on procéder pour trouver un arbitrage entre ces deux éléments? Est-ce qu'ils sont opposés ou est-ce qu'ils sont compatibles? Et cette question se pose à vous tous. Je ne sais pas qui veut démarrer.
Nathalie ? Peut-être, je crois qu'effectivement, c'est une préoccupation forte que nous ont montré les réponses à la consultation de la BCE. Mais il me semble important de ne pas confondre anonymat et confidentialité ou protection des données et protection de la vie privée. Ce qui est un petit peu paradoxal dans cette demande, c'est qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, le consommateur européen ou mondial est beaucoup plus en risque sur ces données au travers de son usage des réseaux sociaux. Et quelque part, ce n'est pas parce qu'il va utiliser la monnaie numérique de banque centrale qu'il va se mettre plus en risque, parce que nous n'avons pas vocation, bien sûr, à vendre ces données de paiement. Donc je dirais que voilà, les banques apportent cette sécurité, puisque les banques, leur business model n'est pas de vendre les données de paiement. Ça n'est évidemment pas non plus le business model des banques centrales. Donc, on pourra mettre en place un certain nombre de règles, et ce sera certainement un élément important de notre réflexion pour assurer cette protection de la vie privée qui, aujourd'hui, l'est beaucoup moins dans le cadre du secteur privé stricto sensu hors banque. Autre réaction Je dirais que ça va être un des très gros défis d'arriver à accommoder à la fois toutes les règles de anti-blanchiment, anti-terroriste, etc., anti-criminalité, et malgré tout l'adoption par le grand public d'un euro numérique, parce qu'il y a quand même l'aspect de dire tiens, je n'ai rien à me reprocher, mais je vais peut-être faire quelque chose, je vais peut-être aller dans un quartier chaud et utiliser j'ai besoin de payer quelque chose, et j'utiliserai ce billet parce que personne ne pourra savoir que c'est moi qui ai utilisé ce billet. Si c'est une transaction digitale, électronique, eh bien, qui va avoir? Peut-être que la Banque centrale, mais je n'ai pas envie que la Banque centrale elle sache ça. Donc, comment arriver à le faire? Alors, on pourrait se dire, on n'émet que des petites coupures numériques. Et puis, au même titre que pour blanchir de l'argent, ça fait des valises de cash, c'est difficile, c'est lourd, c'est compliqué. Sauf que dans le numérique, eh bien, je peux automatiser des millions de transactions d'une toute petite somme, puis ça fait une grosse somme. Donc, il faudra arriver à trouver ce genre de solution. Et, encore une fois, des gens réfléchissent à comment arriver à, au-dessus peut-être d'un euro numérique, d'arriver à faire en sorte que je ne puisse pas commencer à faire un nombre de transactions très, très élevé, même de petites sommes. Mais alors, une des questions que j'ai reçues est pourquoi est-ce que la Chine est déjà autant en avance? Est-ce que c'est parce qu'elle avait des big tech et qu'elle a la capacité de les mettre sous la coupe? Est-ce que c'est parce qu'ils sont plus numérisés que les préoccupations de respect de la vie privée sont moins respectées? Je ne voudrais pas être politiquement incorrect, mais on s'interroge quand même. Et qu'est-ce qui fait que les États-Unis, eux, sont encore plus prudents dans le processus, puisqu'ils n'ont même pas encore décidé de lancer, même s'ils font des réflexions, hein, ils n'ont pas lancé le processus, qui supposerait d'ailleurs que le Parlement en donne l'autorisation. Peut-être Ulrich, peut-être Nathalie ou Isabelle. Si je peux, Marc-Olivier, si je peux même dire quelque chose sur la question précédente, sur l'anonymité. À mon avis, comme banque centrale, on ne doit pas avoir une préférence très forte. On tombe vraiment là dans le domaine de la force législative. Toutes les règles qui existent d'un côté pour la protection de l'information privée et pour les règles pour protéger la société contre le blanchiment de l'argent, etc. Toutes ces règles ont été, disons, définies après beaucoup de discussions pour les paiements électroniques. Et pour moi, le point de départ pour un euro numérique, c'est qu'on applique toutes ces règles. Et si la force législative veut changer ça, elle peut. Donc, si vraiment il y a certains cas où le respect du privé, de l'information privée est tellement qu'on veut avoir des règles
différente que pour l'euro numérique que pour les autres paiements numériques avec l'argent commercial. D'accord, mais c'est pas. Je suis content que c'est pas notre responsabilité de dire à la société comment décider sur ces questions. C'est vraiment pour la législative européenne de nous dire où elle veut changer des règles comparé au point de départ qui sont les règles pour les paiements électroniques qui existent. Et pour tourner pour la prochaine question, je crois que le cas de la Chine, c'est aussi en Chine, il y a deux grands, si on veut, e-money institutions qui dominent le marché de paiement. Et il y a je dirais, des raisonnements assez similaires aux raisonnements qu'on peut avoir en Europe, que la dominance de très peu de compagnies privées dans ce marché avec des effets de réseau ouvre un pouvoir de marché qui n'est pas désirable. Et donc, je crois que c'est assez la même logique en Chine qu'on pourrait avoir en Europe. Et bien sûr, la Chine s'est mise dans ce travail plus tôt. Sur les Américains, je ne suis pas si sûr qu'ils sont vraiment beaucoup plus lentement que nous. D'accord, nous, on a lancé maintenant un projet qu'on a annoncé, mais je crois quand même que les Américains vont aussi travailler sur ce sujet. Ils le prennent aussi au sérieux, j'en suis sûr. Donc, il ne faut pas croire qu'on est tellement avancé comparé aux autres nations industrialisées. Je crois qu'on est tous un peu dans le même rythme maintenant. Autre réaction sur ce sujet ou bien vous aviez évoqué la crainte, Isabelle, de plusieurs systèmes simultanément. Et ça amène à parler d'un sujet qu'on n'aurait pas nécessairement évoqué, on n'y passera peut-être pas beaucoup de temps, mais qui est l'interopérabilité. Il faut que tous les systèmes soient bien connectés, à la fois nationalement et internationalement. Et ça peut être une préoccupation pour Euroclear qui travaille internationalement. Oui, la question, c'est la capacité des intervenants professionnels, les écosystèmes qu'on appelle post-marché, donc qui interviennent juste après les transactions, d'être prêts. C'est-à-dire qu'à un moment, on appuie sur le bouton, on commence à utiliser de l'euro numérique pour payer les transactions titres. Et il faut effectivement que tout le monde soit prêt à utiliser ces technologies dont on a dit que pour le wholesale, les technologies blockchain et DLT étaient priorisées pour le moment. Donc oui, il y a une question d'interopérabilité parce que les grands acteurs, les grands investisseurs et les émetteurs auront des comptes titres numériques et des porte-monnaies euro numériques. Ils auront aussi leur monnaie actuelle et leur compte titre actuel. Et donc tout ça fait qu'il faut en assurer l'interopérabilité et une espèce de comptabilité qui réconcilie tout ça. Et en particulier, j'allais justement me tourner vers toi, au niveau de la Banque de France, de savoir comment on gère les avoirs de ces grandes banques dans les deux types de monnaie centrale. Alors peut-être mentionner que oui, il faudra une interopérabilité, notamment entre blockchains, parce que on peut imaginons que ces blockchains se développent, cette technologie présente un intérêt, donc on pourra avoir la coexistence d'un certain nombre de blockchains. Et comment on fait passer les titres ou l'argent d'une blockchain à l'autre. Donc il y a l'aspect interconnexion des blockchains elles-mêmes, l'interopérabilité entre les blockchains et les systèmes existants, puisqu'ils ne vont certainement pas disparaître du jour au lendemain. Mais je dirais que tout ça est un argument en faveur de la monnaie numérique. Parce que si en plus, au sein de ces blockchains, ce sont des crypto-actifs qui servent de monnaie de règlement, et que chacun qui a créé sa blockchain a sa propre monnaie. On sait bien qu'il y a certaines banques commerciales qui imaginent des blockchains avec leur propre crypto. À ce moment-là, l'interopérabilité devient encore plus complexe puisqu'on passe d'une crypto à une autre crypto. Et donc, au moins, la monnaie numérique de banque centrale pourrait assurer le même actif de règlement dans ces différents blockchains. Et en plus l'actif le plus sûr qui est la monnaie de banque centrale. D'où l'intérêt quand même
effectivement, indépendamment de la préparation de cette interopérabilité, et je pense que les blockchains se développeront progressivement, donc on n'a pas besoin d'attendre que tout le monde soit prêt avec des blockchains pour démarrer. Je pense qu'il y a des acteurs qui seront plus intéressés que d'autres. D'ailleurs, ça dépend des pays. Il y a des pays où on a effectivement aujourd'hui des infrastructures extrêmement performantes, des grandes autoroutes très automatisées. Il y a des pays qui sont beaucoup plus en arrière. Et ça me fait le lien avec la question sur la Chine. La Chine était un pays avec des infrastructures pas forcément à l'état de l'art. Beaucoup de personnes qui n'utilisaient par exemple que le billet de banque et qui ont basculé du jour au lendemain du billet de banque à ces applications offertes par ces deux grands du secteur privé. Donc il y avait une situation du pays qui rendait favorable au passage rapide à la monnaie numérique. Puisqu'on n'est pas passé par le compte en banque, on n'est pas passé par le chèque, etc., ni la carte bancaire. Et donc là, il y avait un intérêt dans le contexte politique chinois de prendre le contrôle de la monnaie et que ce soit toujours la monnaie publique qui soit utilisée comme moyen de paiement. Mais je dirais qu'au niveau européen, si on prend la monnaie, l'interbancaire, il y a vraiment un intérêt aussi à avoir une monnaie commune qui circule pour assurer cette fluidité et ne pas accentuer ces problèmes d'interopérabilité qui seront déjà des problèmes techniques à résoudre. Alors vous avez peut-être des réactions. Il y a aussi une des questions qui était arrivée et qui avait trait à l'utilisation hors ligne. Le billet, il peut être utilisé sans accès à Internet et sans accès à l'électricité. Et il reste ce moyen de secours, cette liquidité ultime. On l'a bien vu au début de la pandémie, lorsque la quantité de billets émis a augmenté parce que les gens les ont retirés, pas nécessairement pour faire des transactions. Simultanément, il y a eu la possibilité de plus payer en carte sans contact, mais à des buts de sécurité et de thésaurisation. On ne peut pas faire tout en même temps, d'où l'image du couteau suisse, et pour autant, toutes ces technologies mettent du temps à être développées. Est-ce qu'il faut laisser à bien plus tard le hors-ligne, ou est-ce qu'il faut dès maintenant penser à des technologies qui vont être compatibles avec la version 0 ou la version 1 ? Peut-être je fais parler d'abord, je sens qu'il veut réagir, Philippe Thévose, et puis Ulrich qui avait dit, et les autres bien sûr, en quelques minutes parce que nous approchons de la fin. Alors, le hors-ligne, c'est clair que le billet, j'ai besoin de rien. Et l'idée, c'est qu'on puisse, de manière ultime, faire une transaction entre deux personnes sans être connectés. Ça, c'est le futur. Et il y a des gens qui travaillent sur des solutions en la matière. Mais encore une fois, quand on parle d'euro numérique, on parle au plus tôt de quelques années avant que ça arrive. D'accord ? Donc, je pense que ça ne doit pas être le bloqueur au jour d'aujourd'hui. Il faut commencer petit, avoir une grande ambition et trouver son chemin là-dedans. C'est la même chose par rapport à l'interopérabilité. On ne peut pas tout résoudre avant. Et si on regarde les systèmes existants au niveau interopérabilité, ils sont très silotés. Mais ils ont des passerelles entre elles, entre les cartes de crédit, les billets de banque, les agents de change et même entre les monnaies elles-mêmes. Donc, pour moi, le hors-ligne est quelque chose qui serait très intéressant d'avoir, mais on ne doit pas attendre d'avoir toutes les solutions là-dessus avant d'aller de l'avant avec l'euro numérique. Ulrich, nous approchons de la fin, donc ça sera tes derniers. Oui. Tu peux évoquer d'autres éléments qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer. Sur ce sujet-là, je suis tout à fait d'accord avec Philippe et il a raison de toujours montrer son billet d'euro parce que c'est vrai que dans deux dimensions, le billet est vraiment une solution qui reste, disons, très compétitive comparée à l'euro numérique. C'est pour le privé et c'est pour le hors-ligne, bien sûr. Et non, c'est en fait, il y a une troisième dimension, c'est l'inclusivité parce que tout le monde peut l'utiliser sans rien, quoi. Et les vieux peuvent, les enfants peuvent. Donc, pour ces trois raisons, en fait, le billet reste une forme de monnaie importante et les banques centrales, la BCE notamment, a dit plusieurs fois qu'elle va continuer sans limitation quelconque
d'émettre les billets de banque centrale et aussi de supporter les efforts, notamment de la Commission, pour maintenir l'utilisabilité des billets de banque centrale. Nathalie, Isabelle, un dernier mot en réaction à ce qui a été dit ou en complément sur d'autres... Bon, je crois que la question qui se pose à nous, en tant que Banque centrale, elle est de deux ordres. D'une part, la régulation de tout ce nouveau écosystème qui est en train de se développer. On fait cet euro numérique, mais il ne faut pas qu'on perde de vue tout ce qui se passe autour. Donc, le développement rapide, éventuellement, des stablecoins et de la finance décentralisée nous pose un défi. Donc, en regard de la question de la monnaie numérique, il y a quand même la régulation de ce monde-là. Et effectivement aussi d'être capable de soutenir cette technologie parce qu'elle peut être porteuse d'opportunités importantes. On a regardé tout ce monde des cryptos beaucoup sous l'angle de son angle initial qui est la spéculation. Donc on n'y trouve pas énormément de valeur. C'est ce qui a fait qu'on n'a pas forcément considéré que c'était un risque systémique parce que c'était encore des encours ou des flux relativement limités. Mais aujourd'hui, on voit apparaître avec la finance décentralisée des nouveaux services financiers, ou en tout cas des services financiers qui sont mis en œuvre sans intermédiaire. Et donc ça, c'est une rupture pour le secteur financier peut-être qui peut être très importante, qui nous interpelle aussi et qui doit nous conduire à nous interroger justement au rôle de la monnaie, de notre monnaie, dans cette finance décentralisée. Donc je pense qu'on n'est pas au bout des questions qu'on se pose et que peut-être une partie de la réflexion qu'on a aujourd'hui, elle ne répondra pas encore à ces questions qui sont encore devant nous. Isabelle, un mot très bref. Très bref, je vais faire écho à ce que Nathalie dit à l'instant, mais pas en tant qu'infrastructure de marché. Je crois qu'en tant que citoyen, la question qui se pose à nous, c'est de savoir si les stablecoins, si les monnaies numériques font la démonstration de leur utilité, est-ce que nous ne préférons pas avoir un euro numérique émis par un acteur souverain qui n'a pas vocation à mieux nous connaître, à nous influencer, ou pire, mais qui a vocation à soutenir le monde des paiements d'une façon éthique? Alors, ça me permet, avant de clore cette session, de faire deux annonces. La première, pour ceux qui l'ont raté, il y a eu un panel le jeudi 4 novembre à 11h, et vous pourrez le retrouver en podcast, qui parlait plus généralement de la finance bousculée par l'innovation. Et je vous engage à l'écouter. Et puis, pour ceux qui sont devant un écran, ne fermez pas votre écran maintenant. Avant la grande session de fin des journées de l'économie, il va y avoir la remise du palmarès de ce qu'on appelle le Citeco Vidéo Challenge. Citeco, c'est la cité de l'économie, financée par la Banque de France, dans un bâtiment magnifique à Paris qu'elle a restauré et qui contribue à l'éducation économique, le plus grand musée européen en la matière. Et quoi de mieux pour parler d'économie aux jeunes que de créer des vidéos qui sont faites par des jeunes. Et ce concours va donc primer, récompenser les meilleures vidéos en sujet économique qui ont été produites à cette occasion. Je vous remercie beaucoup tous et à très bientôt. Au revoir.